Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 l'hebdo. Nous allons faire le tour de l'actualité de la semaine dans les Yvelines. Le sommaire de ce vendredi 4 octobre. Depuis le 24 septembre, les députés discutent la loi bioéthique. Son premier article relatif à la PMA pour toutes a été adopté le 27 septembre. Nous parlerons de la procréation médicalement assistée avec le témoignage d'une famille homoparentale. Depuis 20 ans, FACE Yvelines agit contre l'exclusion. Ce club d'entreprise fêtait son anniversaire au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Jeudi 3 octobre, nous y étions. Des policiers en colère et endeuillés, des enseignants qui manifestent leur soutien à leurs collègues suicidés et la sécurité sociale qui change de stratégie. Nous reviendrons sur ce qui a marqué les Yvelines cette semaine. Et avant de débuter cette édition, cette information, une marche blanche hommage à Natacha, une femme de 38 ans tuée le 1er octobre. Le principal suspect est son ex-conjoint. 111e féminicide national de l'année, elle était employée dans une crèche de Marly-le-Roi. C'est le maire de la commune qui invite ses habitants à se réunir samedi 5 octobre à 10h30 au départ de la crèche des Petits Pas, munie d'une rose blanche. Votant 75, exprimé 72, majorité 37 pour, 55 contre, 17, l'Assemblée a adopté. C'était vendredi 27 septembre, l'Assemblée nationale a adopté le premier article de loi bioéthique, à savoir l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. 57 voix pour, 55 et 17 voix contre. Le texte complet sera transmis au Sénat le 15 octobre, une mesure qui vise à reconnaître un fait de société déjà présent. Nicolas Dandry et Mathilde Demigny ont rencontré Emmanuel Froger et Marion Perrin, mères de 3 enfants. Bienvenue chez les Froger-Perrin, une famille homoparentale. Il y a Emmanuel et Marion et leurs 3 enfants, Augustin, né en 2005, et des jumeaux Nils et Baptiste, arrivés au monde en 2007. Les 2 femmes ont eu recours à la procréation médicalement assistée en Belgique. On s'est adressé à des cliniques belges. On a reçu des réponses de 2 cliniques parmi celles qu'on avait contactées, dont l'une qui est l'hôpital universitaire flamand de Belgique, enfin de Bruxelles, qui avait une procédure qui était relativement simple et qui pouvait surtout nous prendre rapidement en PMA. On s'est rendu là-bas toutes les 2 pour la première insémination, de laquelle est né Augustin. Ensuite, quand on a décidé d'avoir un 2e enfant, on s'est naturellement adressé à la même clinique. On a eu de nouveau un rendez-vous et on a eu donc Nils et Baptiste qui sont jumeaux. On a vraiment un parcours assez atypique. La plupart des couples retournent 1 fois, 2 fois, 3 fois, voire 6, 7, 8 fois. Font des essais à répétition. Nous, on a eu beaucoup de chance. Ça s'est très bien passé, ça a été très rapide. Pour Nils et Baptiste, tout se passe bien à l'école, même si leurs camarades posent parfois des questions. Juste s'étonner que j'ai 2 mamans et me demander des millions de fois comment est-ce que j'ai fait pour naître. Normalement, en fait, je vois juste pas ce que ça change. Souvent, ils me posent la question, alors comment est-ce que j'ai été fait ? Et qu'est-ce que tu réponds ? Que c'est par insémination artificielle. Et quand ils te disent mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu réponds ? Je leur réponds d'aller voir dans le dictionnaire. Selon Emmanuel et Marion, l'ouverture à la PMA est une avancée, même s'il reste des progrès à faire sur les droits pour les familles homosexuelles. Un couple hétérosexuel qui a recours à une PMA fait une reconnaissance anticipée en mairie, tout simplement. Un couple homosexuel devra passer par un notaire, donc devra payer un notaire. On a l'impression que c'est pour ménager certaines susceptibilités de familles qui sont hostiles à notre schéma familial et au fait qu'on ait recours à la PMA. Et donc on leur donne un petit quelque chose. Non, mais vous inquiétez pas, ils ne seront pas traités tout à fait de la même manière. Enfin, moi, ça me donne cette impression. L'article sur l'ouverture à la PMA pour toutes les femmes a été voté en première lecture le vendredi 27 septembre. L'examen du projet de loi relatif à la bioéthique se poursuit au Parlement. Une perspective qui peut aussi déplaire. Une vingtaine d'associations, dont la Manif pour tous, appellent à défiler contre le projet de loi ce dimanche 6 octobre à Paris, sous la bannière Marchons Enfants. Elles ont reçu le soutien du président de la Conférence des évêques, Éric de Moulin-Beaufort. Laurence Trochu, présidente de Sens Commun, conseillère départementale des Yvelines et aussi élue municipale d'opposition à Guyancourt, s'est exprimée sur le plateau du 7-8 Journal.
dans ce projet de loi, c'est un état d'esprit où il n'y a plus de limites éthiques, il n'y a plus de limites, en fait, plus d'acceptation de ce qui fait aujourd'hui l'humanité et du coup un dévoiement du rôle de la médecine. La médecine n'est plus là pour réparer les corps, elle est là finalement pour les transformer et c'est là-dessus qu'on veut vraiment alerter. Et selon un sondage IFOP, en septembre dernier, 65% des Français sont favorables à une ouverture de la PMA pour toutes. Didier Bécher, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la première circonscription des Yvelines et vous faites partie de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique. Quel regard vous portez sur cette ouverture de la PMA ? Déjà, c'est un engagement du président de la République, du programme, en fait, donc il n'y a pas de surprise. Je pense que c'est important de rappeler toute la concertation qu'il y a eu sur ce sujet, puisque je suis également vice-président de l'Office des sciences et technologies, et c'est cet office, en fait, à l'Assemblée nationale, qui a été le réceptacle du tout le travail de consultation qui a été fait par le Conseil national d'éthique. Il y a eu 250 réunions publiques, consultations en ligne, des Français tirés au sort qui ont pu s'exprimer. Donc je pense qu'il y a eu un débat apaisé, construit, réfléchi. On a eu plus de 60 heures d'audition auxquelles j'ai pu participer pour se faire une idée du sujet, rencontrer des familles comme on le voit dans votre reportage. Là où Mme Trochu se trompe complètement, c'est qu'il n'y a pas de manipulation du corps humain. Une femme est constituée pour pouvoir enfanter à un moment donné. On le voit très bien dans le reportage que vous avez fait. Les femmes allaient de toute façon soit en Espagne, soit en Belgique, donc si elles en ont les moyens financiers, ce qui est quand même très discriminant si on regarde ça d'un peu plus près, pour aller faire la PMA. Donc il n'y a pas, c'est quelque chose qui est déjà installé dans la société. Nous, notre rôle, en tout cas de députés, législateurs, c'est de remettre de l'équité dans ce dispositif, s'assurer que toutes les femmes peuvent le faire, quels que soient leurs moyens financiers, puisque la PMA est remboursée par la sécurité sociale, et s'assurer qu'elles le font dans des conditions sanitaires acceptables et qu'il n'y a pas, ou qu'il ne continue pas à y avoir des PMA artisanales, parce que tout le monde ne va pas non plus en Belgique ou en Espagne pour le faire, et peut le faire de manière tout à fait artisanale, parce que le corps de la femme, encore une fois, peut porter des enfants sans aucune manipulation, contrairement à ce que Mme Trochu essaye de faire croire. Vous parliez d'équité. En septembre dernier, vous avez signé une tribune sur le HuffPost, marquant votre volonté d'ouvrir la PMA aux transgenres. Oui. C'est ce dernier point qui n'a pas été retenu dans le texte. Je pense qu'on est sur, là aussi, une évolution de la société qui nécessite peut-être plus de dialogue, plus de compréhension. Donc il fallait régler, fallait régler deux choses importantes, l'ouvrir à l'ensemble des femmes et s'assurer elles en ont parlé aussi à un moment donné dans le reportage, de gérer la filiation, en tout cas de simplifier les sujets de filiation. Donc ça, c'était le cœur du texte. Pour les personnes transgenres, donc un homme transgenre qui était une femme biologiquement et qui devient un homme, là aussi, je voudrais dire quelque chose d'important, c'est que les personnes transgenres, en fait, ne sont pas face à un choix. Elles ne décident pas à un moment donné d'une orientation identitaire. Ça s'impose à elles et elles se trouvent dans la situation où elles sont nées femmes, mais elles se trouvent être un homme dans la manière de fonctionner au quotidien. Donc c'est vrai que quelqu'un qui est femme et qui devient un homme au sens de l'état civil, puisque bien sûr maintenant il n'y a plus obligation d'opération. Avant on devait s'opérer pour devenir un homme, c'est plus du tout le cas. Techniquement, les hommes transgenres peuvent avoir des femmes. Donc on voulait étendre, on voulait proposer et en tout cas alerter sur le fait qu'il y a déjà aujourd'hui des cas, il y a déjà des procès aujourd'hui en cours pour trouver la filiation des enfants qui sont nés avec des hommes transgenres. C'est des cas, quelques unités, mais la souffrance, elle est là et l'équité, elle doit être aussi là pour l'ensemble des Françaises et des Français. Parce que derrière, il y a beaucoup cette question de la filiation, de reconnaître des enfants qui sont déjà nés. Oui. Mais c'est comme pour la GPA, vous voyez, il ne s'agit pas de légaliser la GPA en France, bien entendu, on y est tout à fait opposé et qu'il n'y ait pas d'utilisation, de marchandisation du corps humain. Maintenant, de nombreux enfants sont nés, 2 couples d'hommes vont aux États-Unis faire, donc avec une mère porteuse et ont un enfant. Les enfants rentrent en France. Est-ce qu'on doit pénaliser les enfants parce qu'ils sont nés à l'étranger d'une mère porteuse? Donc nous pensons, et le texte en fait va le résoudre, alors soit par amendement, il y a eu un amendement qui a été adopté, soit par un décret de la ministre de la Justice, ce sera une des deux formes, qui permettra de légaliser la filiation des enfants nés sous GPA à l'étranger. Encore une fois, pour que les enfants ne soient pas pénalisés. Et il ne s'agit surtout pas de légaliser la GPA en France. On peut rappeler le calendrier de ce texte ? On va terminer l'examen la semaine prochaine, en tout cas à l'Assemblée nationale. Donc il va partir ensuite au Sénat. Soit on se mettra d'accord sur un texte commun et donc voilà, le texte pourra être applicable en début d'année. Soit il faudra repasser de nouveau à l'Assemblée nationale puisque c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Je voudrais que les gens comprennent bien en fait, qu'il y a un débat d'une très très grande qualité en commission. Il y a vraiment entre les oppositions et la majorité un débat qui est extrêmement serein. On touche à des sujets, alors il n'y a pas que la PMA dans le texte de bioéthique, il y a aussi les dons d'organes, enfin des sujets éminemment compliqués. Je pense que tout le monde écoute, respecte les points de vue de tout le monde, mais le législateur il doit rester sur le principe de la loi,
de l'équité pour tous et essayer de ne pas y mettre des éléments de morale qui sont propres à chacun. Nous ne sommes pas là, nous n'avons pas été élus pour représenter une morale à un moment donné, mais pour faire la loi de manière équitable pour tout le monde. On va changer de thématique pour parler d'entreprise et lutte contre l'exclusion. 10 000 participants accompagnés, 2 000 collaborateurs d'entreprises engagés et 68% de retour à l'emploi. Le bilan des 20 ans de FACE Yvelines. Un anniversaire célébré ce jeudi 3 octobre au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Des parlementaires, des élus locaux, des chefs d'entreprise et des personnes accompagnées par le club étaient présents. Tout a commencé en 1999. La communauté d'agglomération avec des sociétés du territoire a créé FACE Saint-Quentin en Yvelines, devenue FACE Yvelines en 2006. Le président national de FACE, Gérald Mestralet, était présent à cette cérémonie, tout comme Agnès Glady, salariée chez Suez, un groupe partenaire de FACE Yvelines. On les écoute au micro de Nicolas Dandry. Je suis toujours très agréablement surpris de voir le nombre de personnes dans les entreprises, mais aussi chez les collectivités locales, qui souhaitent tendre la main. Donc ici, nous sommes dans un club ancien, tonique, qui a fait ses preuves et qui continue sur une très belle dynamique. Donc Didier Bécher, vous avez justement lancé le plan 1000 jeunes en partenariat avec FACE Yvelines. Comment se traduit cette action sur le département et Saint-Quentin en Yvelines ? Donc c'est un plan qui vise à placer en tout cas 1000 jeunes en CDI dans des délais. Alors on est sur 12 mois, puis le plan a été reconduit pour 24 mois, donc 2 fois 12 mois supplémentaires compte tenu du succès. C'est un plan en fait qui permet, avec FACE en l'occurrence, puisque c'est vrai que sur Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est le club FACE en fait qui est notre partenaire principal, de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de l'emploi. Aussi bien la CPME que le MEDEF, que la Chambre de commerce, mais que les acteurs beaucoup plus institutionnels que sont Pôle emploi, la mission locale. Et FACE, en fait, va à un moment donné, par sa connaissance en fait, des difficultés sociales que peuvent avoir les jeunes de quartiers, issus de quartiers politiques de la ville, va faire ce lien, l'intermédiation entre les entreprises et les jeunes qui cherchent un emploi. L'Université de Versailles-Saint-Quentin est un partenaire aussi très intéressant du plan 1000 jeunes, puisqu'il y a beaucoup de jeunes de Trappes qui vont à l'université et qui, malheureusement, compte tenu des discriminations, de là où ils habitent souvent, pas uniquement on pense à la couleur de peau ou au nom, mais aussi parce qu'ils habitent à Trappes, se trouvent dans des situations de discrimination. Donc le plan 1000 jeunes vise à remettre ensemble à la fois les entreprises qui cherchent à recruter, parce qu'on est sur un vrai dynamisme économique en ce moment, et nous on dit, écoutez, vous avez un moyen de diversifier votre sourcing en allant chercher des jeunes que vous connaissez moins, mais qui sont prêts à l'emploi, parce que, encore une fois, les jeunes qui habitent à Trappes et qui sortent diplômés de l'université de Versailles-Saint-Quentin, ils sont parfaitement prêts à l'emploi. Par contre, ils n'osent peut-être pas aller vers des entreprises comme, je pense à Enedis, je pense à Deco, qui sont des partenaires, Bouygues Construction, qui sont des grands partenaires de l'opération du plan 1000 jeunes, et qui, eux, recrutent et qui sont prêts à s'engager dans la lutte contre les discriminations. Vous restez avec nous, on va passer à l'essentiel de l'actualité de la semaine. Ce lundi 30 octobre était journée de deuil national en hommage à Jacques Chirac. Les obsèques se sont tenues à Paris, cérémonie privée aux Invalides, suivie d'une messe à l'église Saint-Sulpice. Une minute de silence était observée dans les écoles et les institutions à 15h. Un hommage largement suivi dans les Yvelines, comme vous le voyez sur ces images dans les mairies de Trappes et Montigny-le-Bretonneux. Hommage républicain également à Poissy en fin de journée sur le parvis de l'hôtel de ville. Une centaine de personnes y a assisté. Minute de silence et discours en présence du préfet des Yvelines, de plusieurs maires et de la députée de la circonscription. Didier Bécher, quel souvenir vous gardez de Jacques Chirac ? Moi, en termes de génération, c'est vrai que Jacques Chirac, c'est quelqu'un qui a été présent une très grande partie de ma vie. Quand on parlait de politique, quand on parlait d'élections, c'est vrai que moi, je vois Jacques Chirac sur les marchés, rencontrer les gens, être proche du peuple quelque part. Donc c'est un peu l'image que je garde de Jacques Chirac. Mais je pense que ce qui était important sur cet hommage, c'est aussi quelque part l'hommage de la République et la musique de la minute de silence, dans les écoles ou dans les entreprises, dans les institutions. Ça me semblait important aussi pour se rappeler que un président de la République, c'est lui qui représente la République et que c'est quelque chose qui est très précieux et que finalement on a beaucoup de chance en France d'être dans une République. Et je pense que ces moments, ils sont importants pour la cohésion nationale. Dans le reste de l'actualité cette semaine, les policiers en colère. Ça n'était pas arrivé depuis 2001. 27 000 agents des forces de l'ordre étaient dans la rue mercredi à Paris à l'appel d'une intersyndicale. Mobilisation pour préserver leur régime spécifique de retraite, mais aussi sous fond d'inquiétude en raison des conditions de travail qui se dégradent. De plus en plus de fonctionnaires démissionnent ou pire en arrivent au suicide. En un an dans les Yvelines, 4 policiers ont mis fin à leur jour. On écoute Julien Lecam, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale, qui s'est exprimé dans le 7-8 journal.
Pour le 78, notamment, nous, on monte tous manifester sur Paris pour le manque d'effectifs. Il y a de grands manques d'effectifs sur le département des Yvelines. D'ailleurs, depuis le week-end dernier, on peut voir que plus de la moitié des effectifs de police secours du commissariat de Versailles sont en arrêt maladie. Nous avons des tâches indues qui pourrissent le quotidien de nos collègues. Il faut savoir que la garde de la Lanterne sur Versailles, par exemple, mobilise 3 véhicules tous les week-ends de police secours. Il y a aussi, pour alerter l'opinion publique, car il faut savoir que la profession est victime d'actes violents qui se banalisent. On peut le voir aussi depuis 2 week-ends sur Plaisir. Mes collègues sont attaqués par des groupes d'individus et c'est un phénomène qui est très inquiétant. Une profession d'autant plus endeuillée suite à une attaque jeudi midi à la préfecture de police à Paris. Un agent de cette préfecture a attaqué plusieurs policiers au couteau. Une femme et 3 hommes sont morts. Un autre policier gravement blessé. L'assaillant, un agent administratif de la préfecture de police, a été abattu. Le parquet de Paris a confié l'enquête à la brigade criminelle. Didier Bécher, comment prendre en compte ces revendications des policiers, comme on a entendu dans l'extrait ? C'est un moment qui est important. On va rentrer dans la période budgétaire. Vous savez qu'on a, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu cette diminution de au moins de plus de 12 000 policiers qui ont été supprimés, des postes qui ont été supprimés dans les mandatures précédentes. Donc nous, on s'est engagé sur un plan de recrutement ambitieux pour combler les manques en effectifs humains, mais aussi pour combler énormément de... Vous avez par exemple, j'essaie de vous prendre des exemples concrets, le déploiement de 8000 tablettes et smartphones pour la police. Aujourd'hui, les policiers ne sont pas aussi bien équipés que vous et moi pour faire leur travail. Il y a 230 millions qui sont sur la table pour revoir tous les équipements de la police nationale. Vous avez 300 millions qui sont également prévus au budget pour rénover les commissariats parce que les conditions de travail sont difficiles. Je pense qu'il y a une... Enfin, les Français, ils aiment leurs 150 000 policiers, ils savent le travail au quotidien qu'ils font et on a besoin d'eux au quotidien. Maintenant, il y a une fonction, je pense, qui a été laissée de côté pendant de très nombreuses années et il faut rattraper ce retard avec les différents budgets. C'est ce qu'on fait depuis qu'on a été élu. Il y a un protocole d'accord qui a été signé avec les syndicats aussi pour une revalorisation des salaires des policiers. Donc ça, c'est des choses qui sont en marche, qui vont continuer à travers les différents budgets sur les 5 ans du mandat d'Emmanuel Macron. Vous avez parlé d'aide matérielle, mais à Versailles notamment, comme l'expliquait Julien Lecam, plusieurs policiers se sont mis en arrêt maladie pour protester contre leur garde. Donc à Versailles, à la Lanterne pour le président de la République et aussi à Rambouillet pour le président du Sénat. Chaque week-end, ils sont obligés de faire des gardes. Est-ce qu'ils sont assez nombreux ? Est-ce qu'ils sont assez nombreux ? Je pense que ce n'est pas aussi simple. Alors, ils prennent quelque chose d'emblématique parce qu'il se trouve que dans les Yvelines, ils ont les 2 premières personnalités de l'État français. Donc, ils prennent cet exemple-là. Je pense que la question de leur planning est sur la table. La question de l'organisation de la police de manière générale est sur la table. Donc, il y a des recrutements qui sont en cours. Il y en aura plus de 2000 cette année pour aller renforcer. Je pense qu'il y a la revalorisation aussi du métier de policier qui est sur la table. Christophe Castaner a été très clair ces jours derniers puisqu'il a parlé de reconnaître la dangerosité du métier des policiers. Donc c'est aussi un message à leur encontre pour dire que finalement, quand ils vont toucher leur retraite, puisque c'était une de leurs revendications, il y aura de la considération avec cette dangerosité, donc du volume de retraite qu'ils pourront toucher, donc une amélioration de leur retraite. Donc on les entend et on essaye de prendre des décisions concrètes pour les aider dans leur quotidien. Autre manifestation de fonctionnaires avec les enseignants, des rassemblements organisés dans toutes les Yvelines jeudi en hommage à Christine Renon, cette directrice d'école du 93 qui s'est donné la mort fin septembre. Dans une lettre quelques jours avant son suicide adressée aux 25 directeurs d'école de Pantin et à son syndicat, elle dénonçait des conditions de travail de plus en plus difficiles. À Trappes, devant l'école primaire Henri Vallon, une centaine d'enseignants étaient mobilisés à la mi-journée. Lecture de la lettre de Christine Renon et minute de silence. On écoute les réactions au micro de Mickaël Elmidoro. La situation de Christine Renon témoigne effectivement de ces difficultés des collègues dans leurs conditions de travail et des conditions de travail dégradées et on a l'impression quelquefois que l'administration en fait ne les prend pas en compte. Tous les directeurs de Trappes ont ce sentiment. En lisant sa lettre, on a tous eu l'impression qu'elle décrivait ce qu'on vivait et tout peut basculer du jour au lendemain quand on est un peu moins fort. Et une marche blanche de la mairie de Pantin jusqu'à l'école de Christine Renon est organisée ce samedi 5 octobre en hommage. Une directrice d'école qui se suscite sur son lieu de travail, c'est un symbole fort. Les directeurs d'école manquent de soutien dans leurs fonctions ?
Malheureusement, le suicide, c'est dans beaucoup de professions, hein, donc c'est toujours un moment qui est terrible, et ce cas-là est particulièrement difficile. Je pense qu'on a pris là aussi la mesure de la difficulté quand on a décidé dès 2017 de dédoubler dans les zones d'éducation prioritaire les classes de CP et de CE1, donc c'est vraiment divisé par 2 la classe, et quand on voit les résultats qu'il y a aujourd'hui, c'est pour l'apprentissage des enfants, mais c'est aussi pour les conditions de travail des enseignants. On a clairement indiqué qu'on visait un maximum de 24 enfants par classe. Donc ça, c'est l'objectif. Le budget de l'éducation nationale, aujourd'hui, c'est le budget qui progresse le plus depuis 2017. Il y a encore des efforts à faire. Je pense qu'il y a un travail de coordination, d'écoute aussi avec les enseignants à mener. Mais tant qu'on n'arrivera pas à diminuer, et encore une fois, c'est notre objectif, d'arriver à ces 24 élèves par classe, on sait qu'on aura toujours des conditions de travail qui seront difficiles pour les enseignants. Une page économie et santé. Maintenant, fin 2018, la CPAM a mis en place une plateforme en ligne de dépôt d'idées avec pour ambition de faire évoluer leurs services proposés. La CPAM a ouvert ses portes aux assurés afin de leur montrer le parcours d'une feuille de soins. Reportage de Manon Varaldo et Patrick Jacques de Dixmude. À la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la CPAM, une visite des coulisses d'une feuille de soins papier est organisée. Son délai moyen de traitement est d'environ 20 jours. En 2018, une plateforme en ligne de recueil d'idées a été ouverte pendant 3 mois autour de divers thèmes. Cela a permis de recueillir près de 300 idées d'assurés yvelinois. Dans les grandes villes, mais aussi à la campagne, si je vais voir mes grands-parents, la difficulté, c'est l'accès aux soins. Et je pense qu'un service public a une mission aussi de pouvoir localiser des médecins de proximité, peut-être des spécialistes, pour apporter ces services de santé. Même si les documents reçus par voie postale sont minoritaires, les visiteurs ont pu découvrir lors de la visite que c'est un flux important pour la CPAM. Une gestion optimale est obligatoire. C'est la prédominance encore aujourd'hui du papier. Je m'attendais à trouver quand même des choses un peu plus dématérialisées que ça. Les assurés ont pu échanger sur la caisse primaire d'assurance maladie de demain. Le traitement d'une feuille de soins papier coûte 1,74 € contre 27 centimes pour la version électronique. L'assurance maladie des Yvelines estime qu'on pourrait économiser plus de 3,8 millions d'euros par an. Le papier représente à peu près 6% de notre activité. Mais ces 6% d'activité, c'est quand même 144 millions de documents reçus tous les jours, donc c'est en fait très conséquent. Effectivement, il y a un enjeu fort à pouvoir dématérialiser au maximum ces 6% qui restent. Au-delà des économies, la dématérialisation permet aux patients en moins de démarches un meilleur délai de remboursement. La CPAM des Yvelines envisage de réaliser des consultations régulières auprès des assurés. Une dématérialisation, on l'a vu, qui permet entre autres de réduire les coûts. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été présenté mercredi en Conseil des ministres. Le retour à l'équilibre qui était prévu pour cette année est finalement reporté à 2023. Pourquoi cette marche arrière dans un contexte de rigueur budgétaire ? Alors c'est pas une marche arrière, c'est très très clair. Vous avez pour le département des Yvelines plus 29% de personnes qui bénéficient de la prime d'activité donc, que nous avons augmentée et élargie en début d'année. Donc forcément, vous avez une dérive du budget de la sécurité sociale puisqu'il est pris à cet endroit-là. Donc c'est quelque chose qu'on assume complètement parce qu'il fallait revoir cette prime d'activité. Donc l'équilibre, au lieu d'être cette année, il sera repoussé à 2023. Mais je pense que les personnes qui ont vu leur pouvoir d'achat augmenter grâce à cette prime d'activité seront probablement très très contents. Notre entretien se termine ici. Didier Bécher, merci d'être venu sur notre plateau. Toute la semaine, nous avons exploré les traces du cinéma sur nos terres yvelinoises. Vous pouvez retrouver notre 7-8 dossier consacré au cinéma sur Internet et notre application mobile. L'occasion de revenir en 2006. Après un casting dans l'agglomération saint-quentinoise, le réalisateur Jean-Pierre Mocky posait ses caméras dans l'ancienne bibliothèque universitaire. Les locaux aujourd'hui détruits se situaient à proximité de la gare de Montigny-le-Bretonneux. C'est notre rubrique « Ça s'est passé ». Ça tourne ? Ça tourne. Vas-y. Ouais. On en sait un peu plus sur le deal dont le tournage est en cours à l'ancienne bibliothèque universitaire de Saint-Quentin en Yvelines. À commencer par le casting, Jean-François Stévenin y fera une apparition. Sont également présents Jean-Claude Dreyfus, figure emblématique de Délicatessen, ou encore Alison Arngrim, alias Nelly Olson, dans La Petite Maison dans la Prairie. Enfin, on compte 2 autres fidèles du metteur en scène, Jackie Berroyer et Dominique Zarty. Alors mon personnage est un enquêteur qui s'appelle Castan et qui d'ailleurs porte le même nom et le même look que dans un autre film de Mocky dans lequel j'ai tourné qui s'appelle
la bête de miséricorde. Mon personnage, il est dans la continuité de ceux dans lesquels j'ai toujours joué, les Fantomas, les Belphégor, les Vidocq, etc., puisque je les ai tous faits. Depuis 50 ans, je joue tous les malfaisants, tous les tordus, tous les toucheurs de petites filles, tous les tarés possibles et inimaginables. Quant au scénario, il serait inspiré de celui de Menace, sorti en 1939, une histoire de sans-papiers dans une France des années 30, hermétique au nouveau et à l'inconnu. Les premiers tours de manivelle du deal ont été donnés en début de semaine et le film devrait être présenté en ouverture du prochain festival du Polar dans la ville, dans une dizaine de mois. Mais au rythme où se tournent les scènes, entre réécriture du scénario et coup de sang du réalisateur, rien n'est moins sûr. Il y a des aspects très divers chez Mocky, alors je crois qu'un peu... les compliments qu'on fait sur lui, les reproches sont tout aussi fondés, mais c'est un ensemble, il faut prendre le tout, quoi. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur des images aquatiques de Julie Peugeot, une plaisiroise élue Miss Sirène. Un reportage à retrouver dès la semaine prochaine sur notre antenne. Bon week-end sur TV78. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Ta-da-da-da, 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 ta-da-da-da.